Chloé, on a l'habitude de commencer par une question qui n'est pas si facile. C'est comment te présentes-tu? Je me présente comme vulgarisatrice scientifique et ingénieure aérospatiale, pour la faire courte. Oui, c'est deux activités qui t'ont Voilà. pris. Ouais, ça prend 2 semaines, hein. De toute façon, moi aussi, hein, c'est dans 2 semaines. Non, mais trop bien. Donc, tu as effectivement cette particularité de venir du monde scientifique et d'avoir été mené par un parcours dont tu vas nous parler vers la création de contenu. Est-ce que, du coup, de par ton passé et ton actualité, enfin ta vie, on va dire, de scientifique, tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, ne serait-ce que déjà scolaire, et de ce qui t'a amené après aussi à la création de contenu, du coup? En fait, je viens de France et je viens de base pas du tout du monde scientifique. Mon Ça papa. arrive à des gens bien de venir, t'inquiète pas. Ah, je On ne sais, juge pas. je sais. Non, j'ai grandi dans le monde du football français, si tu veux savoir. Du foot? Ouais, mon Quoi? papa était footballeur en France. Et du coup, j'ai grandi dans les loges, les terrains de foot. Ma maman avait fait des études de chimie quand même, mais elle a arrêté rapidement parce qu'elle nous a élevés avec mes 3 sœurs. On est 4 filles. Et à 15 ans, j'ai eu un coup de cœur pour l'astrophysique de par des chercheurs que j'ai rencontrés dans un événement de grand public. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais attends, je vais faire ça de ma vie, je vais étudier le spatial. Donc j'ai fait tout mon parcours en France vers Dijon. Et après, je suis partie en Suisse, à Lausanne, pour étudier à l'EPFL, l'école polytechnique de là-bas, la physique et ensuite l'ingénierie aérospatiale. Et à côté, j'ai toujours été passionnée de communication scientifique. Et ça s'est fait naturellement, au début plutôt en personne, en physique sur scène, auprès d'enfants, de moins jeunes aussi. Et après, sur les réseaux. Trop bien. Mm. Et est-ce que tu te souviens de ce qui t'a poussé à l'époque de dire, tiens, il y a ces réseaux sociaux où j'imagine que tu les consultais déjà en tant que spectatrice et tu te dis, tiens, si j'essaie de poster un truc, enfin, quelle était ta démarche pour te dire, je vais me lancer sur les réseaux et moi aussi créer du contenu, du coup? C'était pas vraiment mon initiative, parce que pour être totalement honnête, je suis pas une très grande consommatrice de réseaux sociaux. J'y suis, mais je suis pas, enfin, je vais pas y rester des heures, quoi. J'y vais quelques minutes par jour, quelque chose comme ça. Et c'est en fait mon école qui m'a approchée parce que je faisais beaucoup de vulga, comme je te disais, et notamment j'étais allée me former à San Francisco pendant quelques semaines pour voir comment est-ce qu'ils faisaient ça là-bas. Et en revenant, le chef de la com de mon uni m'a contacté, il m'a dit, ah, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube avec toi. Et on a créé un univers qui était vraiment lié pour le coup à l'EPFL, mais qui était animé par moi, Hmm. Galactic Chloé, mon nom de scène. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte de la puissance que tu pouvais avoir en fait en passant aussi en ligne. Et j'ai commencé à alimenter naturellement un peu plus mes réseaux sociaux sur Insta, TikTok, parce que je devenais, on va dire, un peu plus public aussi en Suisse grâce à ça. Et après, ça s'est fait naturellement quand j'ai fini cette chaîne avec cette école-là, quand j'ai fini mes études. Je me suis dit, mais ça fait tellement de sens, il y a tellement peu de personnes qui parlent de science et tellement peu de C'est femmes clair. également que j'ai continué à le faire. Et comment aujourd'hui, du coup, se répartit ta vie professionnelle entre ta création de contenu et ce qui peut graviter autour? Bah, j'imagine qu'il y a un peu le pied entre les deux mondes. Tu parlais de conférences, d'interventions, etc. Et peut-être tu as une autre vie professionnelle à côté de la création de contenu, j'imagine? Oui, en fait, j'ai créé une entreprise, une SARL en Suisse de base, mais qui est aussi active en France, où l'idée, c'est de créer un studio de vulgarisation scientifique, un peu le journalisme du temps moderne, j'aime l'appeler. Donc, on fait effectivement pas mal de création scientifique, mais création de contenu scientifique, pardon, mais on fait aussi beaucoup d'événementiels, d'accompagner directement les chercheurs, les chercheuses, quand on développe, on va dire, des projets un petit peu multimédia autour de la vulgarisation et aussi beaucoup de formations pour, pareil, dans le monde scientifique, mais aussi des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui voudraient faire de la création de contenu scientifique aussi dans l'autre sens. Trop bien. Mm. Et est-ce que, avant qu'on parle un peu plus de la création de contenu, est-ce que dans ton domaine scientifique, il y a peut-être un ou deux sujets ou des idées reçues, surtout que, comme tu le sais très bien, en ce moment, tout ce qui est science est remis en cause à tort et à travers, etc. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur ne serait-ce que ton activité ou ton domaine d'activité scientifique, où tu te dis, à chaque fois, tu profites de chaque intervention pour dire, et je voulais préciser que, en fait, on va pas aller sur Mars la semaine prochaine, ou un truc qui revient et qui est peut-être t'agace un peu, où tu te dis, à chaque fois, je le clarifie dès que je peux, quoi. Ouais, il y en a tellement. Je pense que de par ma présence, c'est rien que juste le fait de dire que je suis ingénieure aérospatiale, je clarifie certaines choses. Parce que c'est vrai que dans le milieu scientifique, on s'attend à un vieil homme blanc de Ouais. 50 ans. C'est un peu basé sur des données quand même, mais on essaie de briser ça parce que pas que. Mais aussi, je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de vulgariser la méthodologie scientifique. Tu le dis, en ce moment, c'est un peu la guerre contre le monde scientifique, tout simplement parce que je pense qu'on ne comprend pas trop comment est-ce que la science, elle est créée. La raison pour laquelle j'ai décidé, moi, de plus être ingénieur et de me lancer à 100% dans la vulga, c'est le Covid. Parce que le Covid, je pense que c'est vraiment le moment où j'ai vu ce lien
de confiance entre la société et la science se fragiliser, voire s'effriter totalement, parce que justement les gens ils n'ont pas forcément compris comment est-ce qu'un jour on pouvait leur dire A et l'autre jour on pouvait leur dire B. Je prends l'exemple des masques. Au début on nous a dit non, les masques c'est pas une bonne idée. Le lendemain tout le monde nous disait de porter des masques. Alors forcément moi je me dis, si on m'explique pas, je me dis mais attends, la science c'est n'importe quoi en fait, c'est chacun dit ce qu'il veut, alors que pas du tout. Si en fait on arrive à vulgariser le processus, comment est-ce que ça se construit, que la vérité scientifique d'aujourd'hui n'est pas la vérité scientifique de demain, je pense que tout le monde est capable justement de comprendre et de rétablir cette confiance petit à petit. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi, tu parlais, il y a des attaques envers la science, il y a aussi des attaques envers les femmes dans le monde de la science, notamment aux États-Unis. On a vu, je pense que tu as suivi ces histoires même de sites de la NASA ou autres, on a enlevé des noms littéralement de personnes responsables de projets ou de découvertes pour les remplacer soit par rien, soit pour dire en fait il y avait 5 femmes, un homme, maintenant il n'y aura plus que l'homme qui apparaît associé à ce projet, etc. On est peut-être un peu moins touché directement pour le moment, en tout cas en France, en Europe, mais c'est vrai qu'il y a la double attaque de comme je disais, être une femme et dans le monde scientifique, ça fait quand même beaucoup de raisons des fois de se prendre à tort des balles dans tous les sens, quoi. C'est sûr, donc c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, moi en étant une femme scientifique, d'être un petit peu sur les deux fronts. Mais je pense aussi justement qu'on a vraiment besoin de démystifier cette image qu'on a de la science. Moi, je dis la science, mais il y a plein de domaines en général. Mais la science, elle est pour tout le monde, même si tu n'as pas étudié ça, même si ce n'est pas ton métier. La méthodologie scientifique, l'esprit critique, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde en a besoin. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire rayonner. Et je pense que pour le faire, tu vois, on parlait de confiance, parce que pour moi, c'est vraiment un mot central. Une des raisons pour lesquelles je pense que la création de contenu, elle est centrale aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans une démarche où les gens ils vont faire confiance, ce qu'on dit par argument d'autorité. Donc parce que tu as un diplôme de telle université, je te fais confiance. Ça va être plus vraiment de créer ce lien de confiance parce que je m'identifie, parce que je te connais, parce que je t'ai vu sous une forme de vulnérabilité. Et c'est pour ça que le monde de l'influence, on en parle dans d'autres domaines, mais dans le monde scientifique, c'est aussi tout autant probant. D'autant plus avec des profils comme toi qui ont un vrai passé, un parcours scientifique et une formation. C'est vrai qu'il y a aussi des passionnés créateurs et créatrices et qui font ça très bien, qui font de la vulgarisation très pointue. Et après, on voit des gens qui font des thèses, qui ont même travaillé pendant de la recherche sur des années sur un sujet et qui ensuite deviennent aussi très bons vulgarisateurs ou vulgarisatrices. C'est vrai que c'est une force aussi. Ou alors, il suffit de mettre une blouse blanche et de dire que tu es médecin. Oui. Ça marche aussi. Ça arrive aussi. D'où le développement de l'esprit critique. Voilà. Voici 5 preuves que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. La 4e va te surprendre. Merci Stanley Kubrick pour ce magnifiques images sur la Lune d'ailleurs en passant. Et aujourd'hui, on te reçoit notamment pour parler d'un programme qui s'appelle Minfluencers. Alors, qu'est-ce que c'est Minfluencers et d'où ça vient ? Donc je te disais au début, il y a plusieurs canaux, on va dire comment j'arrive à vivre ou les activités que j'ai. Et notamment une, c'est des formations. Donc quand j'ai commencé à faire de la création de contenu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui parlaient de science sur les réseaux, surtout en francophonie. Après, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent de science et de femmes dans le spatial. Je ne connaissais juste pas, en fait, au début. Maintenant, j'en connais. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi quoi ? Alors, plus j'ai continué à créer moi-même du contenu, plus j'ai été face aussi au harcèlement en ligne. Et j'ai découvert aussi pas mal de profils, comme par exemple Florence Porcel, qui est très, très connue dans le milieu de la vulga spatiale, qui a arrêté, notamment aussi à cause de ça. Et je me suis dit que je le comprenais, parce que le métier de la création, c'est pas vous que je vais vous le dire, c'est ultra individuel. Je connaissais pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, donc tu apprends un peu sur le tas, t'as pas beaucoup de personnes à qui te confier. Et donc je m'étais dit avec d'autres partenaires, dont une association qui s'appelle Women in Tech Switzerland et une fondation du Petit Prince en Suisse, pourquoi pas créer une forme de coaching pour encourager des jeunes femmes qui étudient dans les STEM, donc maths, physique, ingénierie, médecine, etc., pour qu'elles fassent de la création de contenu et en même temps créer justement une forme de communauté où on peut s'entraider face à ça et avancer toutes ensemble. Et ça, donc tu l'as fait parce qu'aujourd'hui tu habites en Suisse, tu l'as fait dans un premier temps donc en Suisse et tu as pu développer une première édition de ça. Alors comment ça s'est passé ? Comment vous avez mis en place donc déjà les critères de sélection ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez le but c'était comme tu disais d'avoir donc des jeunes femmes, donc plutôt des personnes peut-être en études ou en fin d'études ou en début de carrière professionnelle, et de les inciter à dire vous êtes passionnés et vous avez une expertise et une légitimité, vous êtes passionnés et on va vous aider à faire de faire ce premier pas, de se lancer sur tel ou tel réseau et comment, pourquoi, etc.
C'est ça exactement, parce que je t'ai dit, en faisant du milieu scientifique, du coup, tu as toujours l'expérimentation. Donc c'est-à-dire, ok, on va formuler des hypothèses. Les hypothèses du pilote, c'était, il y a des femmes qui sont intéressées à faire ça, parce que finalement, on ne savait pas si on allait tant en trouver que ça, qui ne sont pas déjà sur les réseaux. Et l'autre, c'était aussi les résultats finaux. Donc on s'est dit, ok, on fait un projet pilote qu'on a basé dans la partie francophone de la Suisse. Et déjà, on a plus d'une vingtaine de postulations en quelques jours. Donc du coup, c'était vraiment chouette. On a pu vraiment faire une sélection. Tu disais, des profils, je dirais, de base, on disait entre 18 et 28 ans, mais la sélection a fait que c'était quand même plutôt fin d'études. Je dirais fin d'études, début de carrière. Et qui était en revanche dans plein de domaines différents. Enfin, on n'a pas eu, 10 personnes en ingénierie. On a vraiment eu médecine, biologie, informatique. Ça allait sur tous les fronts. Ouais. Et du coup, donc en quoi consistait le programme? Donc quel était l'accompagnement qui était proposé à ces créatrices? Que j'imagine qu'elles venaient de Suisse francophone, mais ça peut vite être éclaté. Est-ce que l'idée c'était de mélanger virtuel? Vous les avez rassemblées dans un lieu? Enfin, comment tu présentais le programme en disant, voilà, si vous êtes sélectionné, voici ce qui vous attend? Donc on voulait s'adapter aussi au rythme des femmes qui sont encore étudiantes. Parce qu'on sait aussi ce que c'est les études, ça prend un peu de temps. Et la création, ça prend pas qu'un peu de temps. Voilà. Je préfère le préciser parce que c'est toujours quelque chose où des gens postulent et après ils sont là. Ah ouais, quand même, ça m'a pris la demi-journée là, de juste monter mon reel. Au début, c'est ça. Et donc on voulait un format hybride. Donc on avait une partie virtuelle et une partie physique. Donc la résidence bootcamp de 2 jours au milieu. On avait un kick-off aussi en personne. Et après le reste, ça se faisait sur une plateforme en ligne et avec des réunions hebdomadaires pour que les jeunes filles soient toujours engagées dans le programme, qu'on puisse avoir des feedbacks, etc. Plutôt une partie, je dirais, coaching théorique, pratique au début. Puis après, c'était plutôt learning by doing où elles devaient créer et puis on avait du feedback toutes les semaines. Et donc, tu disais, c'était combien de participantes sur la première édition? 8. 8 participantes. Et j'imagine que ça, c'était il y a 1 an et demi, 1 an... Non, même pas. C'était en printemps dernier. C'était printemps dernier. Ouais. Là, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, tu sais. Non, mais comme moi qui dis depuis tout à l'heure, mais ça, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, non, on est mardi. Non, c'était printemps dernier. C'était au printemps dernier, ouais. Donc, vous avez commencé à voir... Est-ce que ces personnes ont effectivement réussi à maintenir un rythme de publication? Est-ce qu'elles se sont lancées? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être changé d'avis en se disant, comme tu disais, cette idée reçue, pour le coup, on parlait des idées reçues de la science, de la création, des fois c'est, oui, de toute façon, tu prends ton téléphone, puis dans 5 minutes, ton truc, il est fait. Alors, pas exactement. En fait, c'est plusieurs métiers que vous allez découvrir en très peu de temps, quoi. Tu vois, moi, mon hypothèse personnelle, c'était que ça allait du 50%. Ce qui s'est plus ou moins confirmé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui ont créé un peu, mais qui là actuellement sont plus vraiment actives. Et il y a 50% qui continuent bien. Et qu'on continue d'ailleurs d'échanger ensemble sur ce qu'elles font. Il y en a deux ou trois qui sont en français. Il y en a une qui fait en anglais quand même. Parce qu'on leur a laissé le choix de la langue aussi. Parce que quand tu travailles dans le milieu scientifique, c'est vrai que tu parles aussi souvent anglais. Mais c'était important pour nous que ça puisse toucher aussi un public peut-être plus local. Alors qu'en anglais, moi, je connais beaucoup de créatrices anglophones, finalement. Donc non, ça continue bien, mais ça nous a aussi permis d'apprendre pas mal de choses, nous, sur comment est-ce qu'on aurait pu améliorer le coaching ou peut-être la sélection pour qu'il y ait plus de résultats aussi à la fin. Et c'était donc dans quel secteur les personnes qui ont créé du contenu? Par exemple, tu auras des exemples de... Oui, alors il y a Marie qui, elle s'appelle The Rare Doctor sur Instagram et elle est doctorante en terres rares. Donc du coup c'est tout ce qui est alors attends, si elle m'écoute ce podcast elle va me dire attention Chloé, ce que tu dis c'est des éléments du tableau périodique qui sont très recherchés particulièrement en Afrique ou même la guerre en Ukraine. On a beaucoup entendu parler de certains éléments en particulier dans les médias et elle travaille sur le recyclage de ces terres rares pour qu'on n'ait pas besoin justement d'aller les miner ailleurs. Donc elle vulgarise pas mal autour de ça. Donc elle parle aussi parfois d'obsolescence programmée dans la science, comment est-ce que la politique influence aussi certaines choses. Tu as Instant Vivant, qui s'appelle Chloé d'ailleurs aussi, qui elle vulgarise sur la biologie et un peu la beauté, l'émerveillement du vivant. Il y a Célia qui s'appelle Cellulairement. Et elle est plutôt en médecine, donc elle va vulgariser les virus. Elle a fait une super vidéo là que j'ai vu passer cet été, tu sais, où il y avait la tendance, c'était de se faire d'avoir des tatouages naturels. Ouais. Donc elle est un petit peu aussi vulgarisée. Est-ce que c'était les UV? Pourquoi est-ce que c'était pas forcément très smart de faire ça? Bien que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en connaissance de cause après avoir vu sa vidéo. Ouais. Donc on met tout ça en description, bien entendu, les comptes de toutes ces créatrices. Mais c'était effectivement, maintenant. Oui. C'était effectivement pour rassurer parce qu'il y avait cette idée pour la future version française de Minfluencers, donc en 2026,
que ce soit pas ne pas se sentir cantonné parce que vous allez voir peut-être un exemple de une personne qui parle de spatial ou de biologie cellulaire, de se dire ça me concerne pas. C'est vraiment l'idée qu'il y a un socle commun, j'imagine, pour toutes ces créatrices, de ce que j'ai compris, de voilà, on va vous donner des conseils, des tuyaux, aussi bien pour la création de contenu que peut-être pour la gestion de situations de crise, vous pouvez prendre un cyberharcèlement parce que vous avez abordé un sujet scientifique qui ne plaît pas en ce moment à l'administration américaine ou française ou autre. J'imagine qu'en plus les minéraux, tout ce qui est terres rares et minéraux en ce moment, c'est un petit sujet entre les États-Unis et la Chine notamment, donc je pense qu'il y a vite des levées de boucliers assez énervées là-dessus. Et puis j'insisterai vraiment que sur les filles, je trouve, qui ont le mieux performé, c'est celles qui ont failli pas postuler, qui m'ont écrit avant, etc. Parce qu'elles disaient, ouais, je sais pas si c'est pour moi. Et en fait, la valeur du programme, de les avoir accompagnées pratiquement de manière personnelle et aussi en groupe sur 3 mois, je me suis rendu compte que, ok, on arrivait avec la partie technique de clairement comment est-ce que tu filmes une vidéo, comment tu écris un script. Mais la valeur du programme, c'était plutôt cette approche communautaire. Parce que en tant que, enfin, c'est pas que les femmes, mais majoritairement en tant que femme, il y a vraiment une barrière de se sentir légitime de parler de ça. Et je n'avais pas réalisé à quel point ça allait demander de travail régulier pour finalement qu'elles ressentent ce sentiment de légitimité. Ouais, c'est un point extrêmement sensible chez les créatrices vulgarisation. Souvent, elles doivent lutter contre ça parce qu'elles reçoivent des commentaires aussi. C'est ça, donc t'imagines si en plus tu as déjà lutté contre ça pour te lancer et après tu te lances et en plus tu te prends des commentaires. C'est hyper dur. Oui, surtout quand tu as des homologues hommes qui vont faire la même chose ou en moins bien et qui eux sont couverts d'éloges et ne prendront jamais le genre de commentaires négatifs que tu peux prendre parce que tu as eu le malheur d'être une femme qui fait de la vulgarisation. Mais quelle drôle d'idée en fait. Vous avez bien vu sur le site de la NASA qu'elles sont plus là, ben voilà, c'est pas pareil, quelle drôle d'idée quoi. Ouais, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde après. Et puis j'aime bien cette citation qui dit que si de toute façon tu reçois pas ce type de contre, que t'as pas des gens qui vont à contre-courant de toi, c'est que ce que tu fais ça sert à rien quoi. Globalement il faut aussi avoir ça pour faire bouger les lignes. Donc l'appel à candidature en France, comment il va se passer, quels sont les critères? Tout est gratuit pour les participantes j'imagine, donc il y a des critères d'âge, des critères de durée, donc il y a un besoin de disponibilité à la fois en ligne et à la fois en physique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu pour celles que ça pourrait intéresser pour le dispositif français du coup? Donc au niveau des contraintes, comme tu disais, c'est totalement gratuit. C'était vraiment important pour nous. Comme on disait, il y a des parties qui sont en personne, donc avec une résidence notamment au milieu du programme, où là même les trajets, l'aménagement est couvert. Et après, au niveau des contraintes, on va dire plutôt démographiques, il n'y en a pas forcément. Il faut parler français, être basé en France, avoir entre 18 et 28 ans. Et vouloir en fait créer ses propres comptes, parce que juste pour reclarifier, nous on accompagne des créatrices qui vont développer leur propre voix. C'est pas qu'on va créer un compte qui s'appelle Minfluencer où vous allez créer du contenu pour ce compte. C'est pas le but. C'est vraiment d'avoir envie de créer, de se lancer sur les réseaux soi-même. On en parlait dans un autre épisode avec une créatrice qui est aussi chanteuse. Est-ce que justement ça peut être positif pour une personne, notamment jeune qui sort d'études, d'avoir déjà une présence sur les réseaux sociaux pour éventuellement postuler à des emplois ou à des postes, des choses comme ça? Je me rends pas compte, ne connaissant pas le milieu. En étant totalement transparente, je pense que c'est un petit peu les deux, mais comme dans tous les milieux, la science, ça reste un milieu un petit peu old school, où voilà, les scientifiques avec qui je travaille, ça reste des hommes blancs d'un certain âge qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et qui sont sur YouTube et Snapchat. Mais ils ont aussi un jugement un petit peu de ces plateformes, que moi, je comprends aussi éthiquement. Mais justement, c'est ce que j'essaye de faire aussi de par mon activité, c'est d'expliquer que en fait, ne pas y être, c'est pire que d'y être et qu'on n'aide pas être totalement d'accord avec la manière dont c'est fait. Donc, pour des personnes qui veulent avoir une carrière classique dans le milieu académique ou industriel, c'est pas forcément un plus, je dirais, mais c'est un plus dans le sens que ça te permet quand même de développer un gros réseau, mine de rien, et d'être invité dans pas mal d'événements. Moi, je sais que la création, enfin le fait d'être quelqu'un de public, de m'être lancée sur YouTube à l'époque, ça m'a ouvert plein de portes. Après, j'ai fait ma thèse à l'Agence spatiale européenne, par exemple. Je pense vraiment que ça a joué. Mais peut-être qu'il y a une certaine limite. Aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être un frein plus qu'un plus à mon âge. Pourquoi tu penses que ce serait un frein du coup? Bon, déjà, ce serait un frein pour moi parce que maintenant que je suis entrepreneur, je ne me vois pas du tout travailler pour quelqu'un. Mais aussi parce que quand tu es quelqu'un qui est très... Enfin, moi, je suis aussi médiatisée en Suisse, donc c'est-à-dire qu'on m'invite souvent à donner mon avis à la télé, à la radio. Et quand tu représentes, je pense, une entreprise, ça peut tout de suite être compliqué. Et moi, en tant que créatrice sur les réseaux, c'est ultra important d'avoir ma liberté d'expression,
Donc je pense pas que je pourrais travailler pour quelqu'un qui mettrait des limites, mais ce que je comprendrais aussi, quoi. Donc, nouvelle promotion, nouvelle édition Minfluencers en France, printemps 2026. Les inscriptions s'ouvrent. Les inscriptions vous s'ouvriront en début d'année. Et surtout, vous retrouverez le lien là. Ouais. On le mettra le jour où ça sera disponible. Là. Tu fais tout toute seule dans la création de contenu, donc tout ce qui est cadrage technique, montage, mise en ligne, etc. Ou tu es entourée? Non, je fais plus tout toute seule. Ouais. J'ai Mathilde, salut Mathilde si tu nous écoutes, qui est vidéaste et graphiste, avec qui je travaille depuis plus d'1 an maintenant. Au début, elle était indépendante et puis elle m'aidait justement sur toute la partie montage, plutôt habillage des vidéos. Et maintenant, elle est salariée de l'entreprise et donc elle travaille aussi sur d'autres choses avec des clients. Mais c'est elle qui monte toutes les vidéos que vous voyez sur mon compte, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le « je fais tout toute seule » Est-ce que c'était facile, entre guillemets, de lâcher le bébé? Est-ce que pour toi, c'était surtout une rencontre de... En fait, je pense que ça dépend surtout de ce que tu aimes faire. J'imagine qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui aiment aussi ça, quoi, monter, etc. Moi, je suis pas arrivée par là. Je suis plutôt arrivée en mode, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à créer. Quand je devais monter mes vidéos, c'était pas ma partie préférée. Et puis après, tu te rends compte que ton temps, il est fini. Que quand tu es entrepreneur, ton temps, c'est aussi un petit peu d'argent. Donc, tu essayes de regarder stratégiquement sur quoi est-ce qu'il vaut mieux que tu passes du temps. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais plus douée pour écrire, j'étais plus douée pour incarner, pour aller créer des projets, monter sur scène. Et que la partie montage, finalement, de un, j'aimais pas ça. En plus, il y en a qui sont bien plus doués que moi. Donc, autant la déléguer. Parce que tu fais aussi du coup de l'événementiel, de la scène et tout ça. Ouais, j'adore ça. En vrai, pour être honnête, je pense que je préfère la scène à la création. La création, je la fais parce que je pense que c'est important et j'aime bien créer une communauté autour de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a certains réseaux que je préfère et d'autres un peu moins. Mais après, là où je prends le plus de plaisir, c'est le contact en personne. Dans un autre registre, en tant que créatrice, tu as récemment lancé une campagne de financement participatif pour un projet en tournée en Égypte. Et est-ce que c'est la première fois que tu utilisais donc, le financement participatif et comment t'en es venu là? Comment s'est passée l'expérience pour toi du coup? Alors, en tant que personne, oui. J'avais utilisé dans le milieu associatif la mission dont je vous parlais avant de simulation. Mais là, on l'a fait avec un pote à moi qui est vulgarisateur aussi, qui est sur les réseaux, Antoine versus Science. Salut Antoine. Et on a fait nos études ensemble avec Antoine. On a fait les PFL, la physique. Enfin, lui, pour le coup, c'était vraiment enfant de YouTube. Quand j'ai commencé la chaîne avec les PFL, il m'a dit viens sur ma chaîne YouTube. On a fait une vidéo dans sa chambre d'étudiante. J'étais là, ah ouais, c'est ça, faire du YouTube en fait. Parce que moi, c'était vraiment dans un studio quand même encore assez professionnel à les PFL. Et à partir de là, on s'est vachement rapprochés. On est devenus potes. On échangeait beaucoup, pratiquement toutes les semaines en fait, sur la vulga. Et je lui ai dit, écoute, j'avais postulé pour Elles font YouTube. Je n'ai pas été prise pour cette idée de documentaire au Caire sur l'Agence spatiale africaine. Et je lui ai dit, tu sais, cette vidéo, je sens que j'ai vraiment envie de la faire quand même. Mais je n'avais jamais fait de documentaire YouTube sur le terrain. Je lui ai dit, est-ce que tu veux pas venir avec moi? Et puis on fait ensemble. Bon, Antoine, il n'est pas très difficile à convaincre. Il a fait... Ouais, vas-y, je suis chaud. Et donc, on voulait quand même pas faire ça juste totalement gratuitement parce qu'on avait aussi plein d'autres choses. Donc, on s'est dit pourquoi pas au moins faire un financement participatif pour couvrir le voyage et un peu de frais de montage et pour créer les docus. Et on est parti en mai, au Caire. Pour moi, c'est la première fois que je faisais un tournage vraiment comme ça, un petit peu on the go. Et j'ai beaucoup appris parce qu'il est donc venu avec son vidéaste. Et c'était un environnement en plus ultra... Enfin, ils n'aiment pas du tout qu'on filme, quoi. Enfin, c'était compliqué de filmer dans n'importe quoi. Il fallait 10 milliards d'autorisations. On voyait nos passeports 3 semaines à l'avance. Même dans la rue, tu sortais la cam. Les filles qui débarquent. Enfin, c'était pas évident. Mais je pense qu'on a fait du bon travail. Je suis assez contente de ce qu'on a produit. Pareil, on mettra le lien en description, mais parce que c'est chouette, c'est un bon projet. C'est chouette. Dans le financement participatif, en fait, on l'a fait en particulier parce qu'il se trouve que cette plateforme en Suisse, elle avait une condition que si on arrivait à atteindre notre objectif, le Fonds national suisse, qui est une fondation qui finance beaucoup de sciences en Suisse, doublait le montant. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si tu arrivais à lever 5 000, tu te retrouvais avec 10 000. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et moi, je trouvais que c'était une chouette expérience, en fait, parce que quand tu as des gens qui te suivent, ils interagissent ou ils interagissent parfois pas trop. Et avec ça, c'est là que tu te rends compte ceux qui sont vraiment derrière toi, qui ont envie de voir ton contenu, quoi. Parce que moi, je paierais pas perso pour beaucoup de gens. Et donc, ça m'a beaucoup touchée, en fait, de voir que y a des personnes que tu connais pas, mais qui te suivent depuis un moment. Ils sont... c'est une vraie communauté. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment joli. Ça nous a mis pas mal la pression, du coup. Parce que t'es là, les gens, ils sont prêts à dépenser ça pour notre docu. Il faut faire un truc sympa, quoi. Ouais. Non, c'est une bonne question parce que finalement, il y aurait tellement de choses. En tout cas, moi, j'essaie, dès qu'on me contacte
sur mon site. Mes MP Insta, je suis terrible. Il ne faut pas me contacter par mes MP Insta. Il faut me contacter sur mon site par mail. J'essaie toujours de prendre le temps justement pour répondre aux questions parce que moi, j'ai trouvé que c'était très solitaire. Et tu ne sais pas forcément quels sont les codes. Tu vois, tu commences à avoir un petit peu d'abonnés. Tu as une boîte qui vient te chercher. Bah, combien je facture ? Et moi, par exemple, j'ai aucun problème à parler d'argent. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise bah tiens, moi, je facture tant. Et si tu fais tes contrats, fais attention à ça, fais attention à ça. Et j'avais pas personne qui m'a vraiment dit. Donc j'ai pris un avocat, j'ai fait mes conditions de prestation, j'ai commencé à faire des prix, je me suis dit non, c'est pas assez. J'étais là, non, c'est trop haut. Après, je me suis dit ok, je fais la tête du client. Après, tu réalises que tout le monde fait la tête du client. Non, mais tu sais, c'est que des trucs qui se disent pas. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que finalement, moi, je n'ai pas l'impression qu'on vit vraiment dans la compétition, parce qu'on a tous quelque chose de différent à offrir. Avec des communautés qui sont super différentes. Et donc, j'ai aucun problème à partager ça. Donc, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus sur la logistique. Et après, le conseil, moi, que je donne souvent quand j'ai des gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, c'est de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Parce qu'on le voit maintenant, comment ça évolue aussi les plateformes. Bon, moi, déjà, éthiquement, j'ai pas envie d'avoir un business model qui soit seulement dépendant de ça. Mais également aussi stratégiquement. Enfin, demain, TikTok, ça ferme. Si tout ton business il est là-dessus, t'es pas bien, quoi. Donc, essayer de se diversifier et puis de... C'est pour ça que moi, je me dis pas, je suis pas juste créatrice, je suis vulgarisatrice. Si demain, si mes réseaux ils ferment, c'est pas grave, j'aurai d'autres compétences et d'autres réseaux qui me permettront de rebondir aussi professionnellement. Ça, clairement, je pense qu'on le répète très souvent, le conseil de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ne serait-ce que le rappel de dire que quand vous publiez et que vous mettez tous vos efforts sur un ou plusieurs réseaux sociaux, vous êtes dépendant de leur choix algorithmique et de ce qui peut se passer. Et ce qui est, comme tu dis, si demain on dit, pour une raison ou une autre, désormais la plateforme censure les contenus qui parlent d'espace ou de science, parce qu'on estime que c'est dangereux, d'un coup, tu n'as aucun moyen même d'atteindre tes abonnés. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur envoyer un message en mail en disant ok, tout le monde, je bascule. Il faut miser sur les mails. Il faut miser sur trouver un moyen d'apporter de la valeur contre un email. Et du coup, tu as un accès direct à ta communauté via une newsletter, via quelque chose. Si quelque chose se passe mal, tu as accès à ta communauté. C'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. C'est notre reco, toujours. Tu proposes, j'en sais rien, mais par exemple, quand tu fais un contenu, à la fin, tu leur proposes un petit PDF avec plein d'infos qui les intéressent sur l'espace ou je ne sais quoi. Contre, du coup, tu me donnes ton mail et je te l'envoie. Quoi, tu vois. Oui, je vois. Ce genre de truc. Et c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? C'est de collecter les mails avec une c'est hyper intrusif en plus. C'est de demander de l'argent à ta communauté. Vraiment, quelle connerie. De me calquer sur quelqu'un d'autre. Ok. Parce que j'ai fait un truc à un moment quand j'ai commencé où il y avait un truc, je ne me rappelle plus du nom, mais en gros c'était une communauté de créateurs où tu payais par mois et puis tu avais accès à plein de conseils, un mec qui faisait ça. Alors ça c'était très bien, ça m'a donné pas mal de tips, mais je me suis retrouvée dans un truc, en fait c'était souvent des gens qui créent du contenu pour parler de comment est-ce qu'il faut créer du contenu, ce qui n'est pas vraiment moi ce que je fais. Et puis c'était vachement dans le, justement, l'algorithme il fonctionne comme ça, et puis va voir ce que les autres font et copie ce qu'ils font. Ouais, ils te mettent dans un moule parce que leur savoir ne marche pas au cas par cas en fait. Ouais. Et en fait moi j'ai trouvé que ok, peut-être, tu vois, justement si tu veux construire demain, tu vas poster tous les jours, tu veux construire 100 000 abonnés, mais j'ai trouvé que finalement en termes d'engagement je pense pas que ce soit l'idéal, parce que les gens ils savent pas qui t'es. Et surtout, en plus, c'est pas parce que ça marche sur un compte. Si je refais exactement le même format sur le mien, ça va pas fonctionner non plus. Donc, j'ai pas trouvé ça... Au début, je l'ai un peu fait, puis après, je me suis dit non, en fait. Et tu vois, les derniers contenus que j'ai fait qui ont mieux fonctionné, je mixais pole dance et astrophysique. Et genre ça, personne l'a fait, je crois. Cette niche-là, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça, si tu essaies de faire comme Cléo Abrahams, c'est déjà fait. Elle est bien plus forte que toi, forcément, parce que... En pole dance ? Non. Parce que elle a, qui sait, on ne sait pas. Hein. Elle a l'expérience d'années avant toi, donc elle a cumulé plein de savoirs que tu n'as pas toi à ce moment-là. Tu peux pas, quoi. Oui, et puis c'est pas on revient aussi toujours à ce truc de si tu veux avoir un lien avec ta communauté, il faut que tu sois authentique. C'est ça. Et en te calquant sur quelqu'un, par défaut, je pense pas que tu le sois vraiment. Ouais, certains l'ont utilisé comme une porte d'entrée. En disant, tu reprends certains codes, et après, l'idée, c'est que très vite, en tout cas, tu aies ta propre personnalité et quelque chose, comme tu disais, qui fasse que
Bah, même si vous êtes 10 à faire la même chose, pourquoi c'est toi, Galaxy Chloé, qu'on va aller voir par rapport à quelqu'un d'autre pour le coup? Ouais, j'ai trouvé que c'était important pour moi de réussir à trouver ma voix et en fait identifier quels étaient les messages que je voulais faire passer à travers mon compte. Parce que pendant trop longtemps, j'ai pensé, ouais, voilà, je vais faire une vidéo sur ça, ensuite une vidéo sur ci. Je peux jamais publier 2 fois le même message parce que les gens le verront. Et après, tu te rends vite compte que genre, j'arrive même pas à te citer un reel que j'ai regardé ce matin parce que ce que tu laisses, c'est plus une émotion, un ressenti clairement. et pas vraiment de l'info, tu vois, sur des formats courts. Ou alors, il faut que tu te répètes. Une petite série de questions-réponses rafales. Quel est ton créateur ou ta créatrice de contenu préférée? En ce moment, j'aime beaucoup la création de Célia Black de Trop, qui est une des mentors de Milfluencers, qui est ingénieure aérospatiale et humoriste. Et j'adore son contenu quand elle mêle blague et science, c'est trop cool. J'adore. Ingénieure aérospatiale, vulgarisatrice, humoriste, c'est des casquettes qui ne vont pas ensemble, mais qui vont super bien ensemble. Elle est pas bien connue, il faut aller la voir. Franchement, ce qu'elle fait, c'est cool. Quelle est la plateforme que tu préfères parmi Instagram. les principales réseaux sociaux? Sans hésiter. Pourquoi Instagram? Déjà, c'est là que je consomme moi. Je consomme pas sur TikTok. Je consomme un peu sur YouTube. Snapchat, je t'ai vu. Je n'ai même plus Snapchat. Genre vraiment, Ça, à nos âges, c'est illégal, Snapchat. De toute façon, je veux dire, c'est vrai. t'as plus de 20 ans. Bon, bah, c'est bon. Non, Instagram, c'est clair. Bah, déjà parce que je trouve que c'est les réseaux justement où tu as plus ce sentiment de communauté. Moi, je partage beaucoup en story. Et du coup, j'échange beaucoup. Quand je réponds en MP, j'échange beaucoup avec ma communauté. Mais du moins, ma communauté réagit beaucoup via ça. Et c'est là que j'ai l'impression que j'ai plus de liens. Le projet de tes rêves, il ressemblerait à quoi? Il y a 1 mois, j'ai créé un spectacle qui mêlait pole dance et astrophysique à Paris. Je suis montée sur scène dans un festival. Et franchement, ça a été une révélation pour moi. Genre, je l'ai fait et le public a adoré. Ce que je pensais pas, parce que c'était un peu pareil, un pilote. Je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Et moi, franchement, je me suis jamais sentie aussi entière qu'à ce moment-là. Vraiment, tout ce que je voulais dire, ma passion, qui j'étais, c'était ce moment sur scène. Et franchement, mon rêve, ce serait de faire une méga tournée de ça. Donc, pour expliquer un peu, c'est un spectacle dans lequel tu vulgarises les sciences, et spécialement l'astrophysique, en utilisant la pole dance. la pole dance. Parce que je suis pole danseuse, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis pole danseuse semi-professionnelle parce que j'enseigne et je fais pas mal de compètes. Et c'est une de mes passions. J'ai toujours voulu faire un format justement où on peut mêler les deux parce que ça va très bien ensemble. Et donc, par exemple, tu parles de gravité en montrant qu'avec la pole dance. Ouais, on part en fait, là même c'est la version bachelor, je dirais, du spectacle, je pourrais faire plusieurs niveaux. On part vraiment de mécanique orbitale 101, où tu vas vulgariser Newton, tu vas vulgariser les lois de Kepler. Je parle beaucoup des femmes dans les sciences, justement, les femmes oubliées aussi. J'ai une petite chorégraphie, on va dire, témoignage pour elles. Donc c'est un spectacle où j'ai mis beaucoup de ma tête, mais de mon cœur aussi. Et je pense que c'est avec ce genre de choses que, justement, on peut avoir des dialogues science-société qu'on n'a jamais vu avant. C'est quoi ton film d'espace préféré? Proxima. Tu connais pas, je suis sûre. Non. En fait, c'est un film qui est donc je dis français et qui met en avant une femme astronaute et un petit peu toutes les dimensions entre être astronaute, être mère et être une femme qui évolue dans le milieu spatial. Et du coup, ce serait quoi le pire film d'espace? Gravity, je pense. Ouais, Gravity, j'ai un peu de mal. Il reste quand même un petit peu réaliste, il traite quand même de sujets qui sont importants, comme les débris spatiaux, etc. Mais il y a pas mal de détails qui, pour moi, sont un petit peu trop à la Hollywood. Alors que si je te prends Interstellar, qui est critiquable pour plein d'autres choses, je trouve qu'il y a plein de petites choses qui sont super intéressantes. Par exemple, dans toutes les scènes d'Interstellar où ils filment en dehors de la navette, c'est toujours le silence. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors ça crée une ambiance, mais c'est aussi vrai, quoi, parce que le son se propage pas dans le vide. Et Gravity, je trouve que c'est un peu trop à la Hollywood. Pour conclure, est-ce que tu as une actualité? Donc, on va mettre les liens, partager les liens vers ton site sur lequel il faut t'écrire et non pas dans tes DM Insta, ça on a noté. Te suivre sur Instagram, puis bien sûr, on va partager dès que ce sera prêt l'appel à candidature pour Milfluencers 2026, du coup. Ouais, avec plaisir. Merci de m'avoir invité, de travailler ensemble aussi sur ce projet. Je pense que ça peut vraiment changer la donne aussi, et puis aussi créer des vocations, même en dehors du programme, pour avoir plus de choses qui vont dans ce sens, d'avoir plus de femmes qui parlent sur Internet. Et aussi changer aussi un petit peu les mœurs et avoir moins de personnes qui commentent sur ces profils de femmes sur Internet. Ça serait pas mal. Et bien, merci à toi en tout cas. Puis en attendant, un bon vieux crée. Publie. Recommence.